Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah, c'est bien d'avoir mis ça. Monsieur Khrouchtchev a dit « Je vous enterrerai, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue ». C'était Sting il y a 40 ans, au moment de la crise des euromissiles, les Pershing américains et les missiles de croisière américains, les Tomahawk première version qui ripostaient à l'installation des SS-20 du côté du pacte de Varsovie. Et évidemment, les armes nucléaires sont revenues sur le devant de la scène lorsque Vladimir Poutine a menacé d'utiliser des armes nucléaires, que Jean-Yves Le Drian a rappelé que l'OTAN avait aussi des puissances nucléaires. Et d'ailleurs, Fabien Roussel, hier soir, a dit qu'il demanderait, s'il était élu, la fin des armes nucléaires aux chefs d'État de pays dotés de cette arme. On peut se poser la question, finalement, s'il n'y avait pas l'équilibre de la terreur, les armées européennes et l'armée américaine ne seraient-elles peut-être pas déjà en Ukraine pour riposter à l'invasion de l'armée russe? Et puis, si on abandonne le nucléaire, peut-être y aura-t-il des armes largement aussi terrifiantes comme les armes biologiques et chimiques, d'où notre premier débat. Le monde serait-il plus sûr sans armes nucléaires? Et vous êtes 57,5% à dire non. Avec nous, Jean-Pierre Maulny, directeur général adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Jean-Pierre Maulny, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la proposition de Fabien Roussel n'est pas utopique, puisqu'on imagine mal Poutine, Biden ou Xi Jinping dire Fabien Roussel, président de la France, me demande de me séparer de l'arme nucléaire, eh bien je vais faire comme ça. C'est vrai que quand on est en période de tension comme on est actuellement, le premier réflexe, c'est pas de supprimer les armes nucléaires, c'est peut-être même au contraire d'accélérer la course aux armements. Maintenant, il est possible quand même que ce conflit fasse s'interroger un peu sur cette question des armes nucléaires. Donc, je pense que la réponse, je dirais qu'il y a la réponse à court terme, et puis il y aura peut-être les réflexions sur le plus long terme quant à cette question des armes nucléaires. Philippe Bilger. Je ne me moque pas de Fabien Roussel. Évidemment, il ne sera pas président de la République. Imaginons un miracle communiste, qu'il le devienne. Eh bien, il est évident que, comme vous l'avez dit, Philippe, il aurait très peu de chance, aucune chance de persuader les chefs d'État étrangers de la nécessité de cesser l'armement nucléaire. Mais il est évident que l'équilibre de la terreur, c'est ce que rappelle notre invité, aussi détestable qu'il soit dans sa formulation, permet autant que possible le maintien d'un monde en paix, même si, et ça n'est pas indifférent, on constate ces derniers jours que à l'équilibre de la terreur peut s'ajouter dans les tréfonds collectifs de l'humanité, une peur réellement panique devant la terreur que l'armement nucléaire peut engendrer. Je suis frappé de voir à quel point tout à coup, à cause de Poutine, eh bien, on a éprouvé un sentiment très vif de terreur à l'idée que l'équilibre de la terreur, s'il connaissait une brèche, pouvait entraîner une catastrophe mondiale. Jean-Pierre Maulny. Quand je parlais de réflexion à long terme, je pense qu'il y a dans la situation actuelle, il y a deux risques pour le futur sur la question des armes nucléaires. Le premier risque, c'est que vous avez l'Ukraine qui est un pays qui est agressé et qui n'est pas défendu par les puissances nucléaires. Et cette situation, ça peut provoquer chez un certain nombre d'États le réflexe de se dire finalement le système de sécurité internationale ne me protège pas, donc je vais me doter de l'arme nucléaire. Sachant que la prolifération nucléaire, c'est toujours quelque chose de politique et pas quelque chose de, je dirais, de technique. Le deuxième risque, c'est que on voit bien que Poutine, il a un peu dévoyé la doctrine de dissuasion parce qu'il est en train d'attaquer un pays sous la protection de l'arme nucléaire. Et là, on n'est plus rigoureusement dans le cadre de la doctrine de dissuasion. Et ça veut dire qu'à un moment, je dirais les stratèges, tout simplement, ils vont se poser la question de savoir, alors bien sûr, il y aura la question du statut de la Russie à la fin de ce conflit,
Mais ils vont se poser la question de savoir s'il n'y a pas des risques quand même avec l'arme nucléaire. Alors, ce n'est pas une question de court terme, hein, c'est une question de moyen long terme, et c'est des questions que les stratèges vont se poser. Françoise Degois. Bon, je ne voudrais pas dire que Fabien Roussel réinvente l'eau chaude, mais la réalité, si vous voulez, de ce mouvement, mais vous le savez très bien, vous êtes spécialiste de cela, de la dénucléarisation, c'est une réalité qui date déjà de l'élection de Barack Obama. On se souvient du discours de Prague de Barack Obama, on se souvient qu'il avait fait adopter à l'unanimité des 5 membres du Conseil de sécurité de cesser de proliférer. C'était déjà pas mal. C'est pas, on recule, mais déjà nous cessons la prolifération. Alors évidemment, la Chine, qui est pourtant membre du Conseil de sécurité, officiellement continue à être une puissance qui continue à construire des armements nucléaires, même si officiellement, les autres grandes puissances et la puissance moyenne qui est la France, parce qu'elle n'est qu'une puissance moyenne, nucléaire aussi, a arrêté de la prolifération. Donc j'entends ce que dit Fabien Roussel, mais la réalité c'est que il y a quelque chose qui s'est déjà enclenché avec le quinquennat de Obama. C'était quelque chose de fort dans la campagne de Barack Obama et dans la présidence de Barack Obama. Moi, j'avais été frappé par le discours de Prague, je crois que c'était en 2009, un discours très puissant sur les pays doivent rentrer dans une logique zéro, la fameuse logique zéro de... Écoutez, tout le monde, c'est comme dans un western, on est là, avec les flingues comme ça, au milieu du village, à côté du saloon, et puis d'un seul coup, on décide tous de poser les armes. Moi, je pense que cette logique-là, elle est à l'intérieur, et sur la saleté du nucléaire et l'angoisse et la terreur dont parle Philippe Bilger, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que moi, j'ai été à Hiroshima, il se trouve que c'est une ville que j'aime beaucoup, et j'ai visité le musée d'Hiroshima, et je le redis à tous les gens qui nous écoutent, honnêtement, il y a des photos dans le musée d'Hiroshima qui font partie des salles secrètes qui ne sont pas visibles par le public. Moi, j'ai pu parce que j'étais journaliste. Vous ne pouvez plus accepter l'idée qu'un pays s'arme nucléairement quand vous voyez ces photos. Vous voyez des visages qui sont fondus comme des poupées de cire, comme une bougie avec les yeux qui sont au niveau des joues. C'est insupportable. Donc, ça veut dire que y a cette actualité. Je suis d'accord avec vous. C'est pas vraiment le bon moment pour en parler, mais cette tendance. La tendance générale à se remilitariser avec l'Allemagne et ses 100 milliards d'euros d'investissement. Mais la tendance, on doit continuer sur cette tendance de logique zéro. Et les Russes utilisent à nouveau, vous l'avez vu, vous êtes spécialiste, ces saletés de bombinettes, vous avez vu, qui ont des rubans blancs, qui sont absolument interdites par la Convention de Genève. C'est-à-dire que c'est des obus qui éparpillent des toutes petites sous-munitions avec des rubans blancs. Et comme ces rubans blancs ont l'air complètement inoffensifs, les populations civiles s'en approchent, les prennent et elles explosent. Et ça fait un désastre et c'est interdit par la Convention de Genève et les Russes l'utilisent. Jean-Pierre Molny. Ben oui, effectivement, on a eu ce discours d'Obama en 2009. Vous en souvenez, hein, c'était très fort. Oui, tout à fait. Alors, il n'a pas poursuivi ensuite. Hein. C'est vrai. Il faut savoir qu'il y a le traité START qui limitait les armes nucléaires qui a été signé l'année suivante avec la Russie. Et on est toujours sous l'empire de ce traité START, mais il n'est pas allé plus loin, effectivement, dans son entreprise de désarmement, sachant qu'il y avait aussi une logique stratégique derrière le discours de Barack Obama, c'est-à-dire que le pays, au fond, qui a le plus intérêt au désarmement nucléaire, c'est celui qui a la supériorité en matière d'armes conventionnelles. Et effectivement, c'est les États-Unis. Quand vous dites que c'est pas le moment de se poser la question, je pense que c'est le moment de commencer à s'interroger. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas répondre avant les élections présidentielles, et ces choses-là ne se traitent pas sur un coin de table, si vous voulez. Mais en revanche, il est évident qu'il faudra tirer les conséquences de ce conflit, parce qu'il y a des questions qui se posent. Je suis d'accord avec vous, profondément, bien sûr. Pierre-Yves Martin. Juste deux éléments, que ce soit au niveau de l'histoire de la guerre froide et du principe même de dissuasion nucléaire, c'est bien Hiroshima qui a enclenché et validé le modèle même de dissuasion nucléaire. Et c'est bien ce modèle qui a permis pendant 75 ans d'assurer un niveau de paix correct au niveau des relations entre grandes puissances. Le deuxième élément, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confusion, enfin de ma lecture, je peux me tromper, mais il y a une espèce de confusion entre le principe et la force de la dissuasion nucléaire, qui à mon avis a encore un avenir, et le deuxième élément qui est que sur cette histoire russo-ukrainienne et de la façon dont l'Occident a réagi, c'est pas un principe de dissuasion nucléaire qui a manqué, c'est un principe de guerre psychologique. C'est que j'ai l'impression que
l'Occident n'a pas exprimé sa puissance psychologique et a cédé immédiatement aux démarches et aux arguments de Vladimir Poutine. Parce qu'en fin de compte, très vite, quand on regarde le discours il y a 3 semaines à peu près de Joe Biden est très dans il ferme la porte à la guerre directement, bien sûr. Voilà. L'OTAN ne rentre pas en guerre. Il dit, je vais pas y aller, donc je signe un chèque en blanc et je laisse faire. Et donc du coup, psychologiquement, c'est Poutine qui gagne la partie. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a cette discussion sur dissuasion nucléaire. Est-ce que ça a encore un rôle et une fonction ou pas? Pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en matière de leadership de l'Occident, personne, aucun dirigeant n'a été capable de dégager quelque chose qui puisse quelque peu intimider Vladimir Poutine. Bien sûr. Vous avez des... Jean-Pierre Molny. Oui, effectivement, c'est une erreur politique qu'a commis Biden à ce moment-là. Même s'il est évident qu'on n'allait pas entrer en conflit direct avec la Russie parce que, justement, il y a un risque d'escalade, il ne fallait pas le dire. Et il fallait laisser planer une incertitude sur ce sujet. Et s'il y avait eu cette incertitude, peut-être qu'effectivement, il n'aurait pas agressé l'Ukraine. Sur la question de la dissuasion, la doctrine de dissuasion qui empêche la guerre, elle n'est pas remise en cause en tant que telle. Et le problème, c'est que en agissant tel qu'il est en train d'agir, Vladimir Poutine, en fait, est en train de violer la règle qui existait implicitement entre tous les États nucléaires, qui est qu'on n'agresse pas un pays, on ne conquiert pas un pays sous la protection de l'arme nucléaire. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent de ce qui a existé depuis Hiroshima et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Renaud. Bonsoir Philippe David et bonsoir à toute l'équipe présente ce soir. Bonsoir. Alors, est-ce que pour vous, le monde serait plus sûr sans armes nucléaires? Pour le moment, vous êtes seulement 41,7% à dire oui sur Twitter. Eh bien, moi, écoutez, en tant que gaulliste invétéré, je vous dirais que la dissuasion nucléaire, c'était une possibilité pour la France de parler, de faire entendre sa voix. La France qui, dans le cadre, je dirais, de son histoire et de ses permanences, a toujours été une puissance d'équilibre. Et je ne parle pas que depuis De Gaulle, mais bien avant également. Donc je pense que la dissuasion nucléaire, ce n'est pas un danger. Le danger, c'est d'avoir évidemment des hommes d'État, des chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas au niveau. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que Poutine, après on peut discuter, c'est un méchant, il n'avait pas le droit, il n'a pas le droit. Moi, je ne suis pas là pour donner des bons points en termes de morale, tiens, on va donner une bonne image, etc. Ou une mauvaise image au petit élève. Ce qui m'intéresse, c'est la géographie, l'histoire des jeux politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que Poutine a tendance effectivement à mépriser les Occidentaux parce que personne n'est au niveau. Personne n'est au niveau. On aurait quelqu'un de la stature du général de Gaulle, je pense que la crise aurait pris une autre direction, on n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, eh bien, on paye le niveau de nos chefs d'État. Enfin, je suis désolé, je veux dire. C'est-à-dire que Biden, qui confond le peuple ukrainien et le peuple iranien, et qui après dit que Poutine a envahi la Russie, c'est sûr que ça pose un peu question. Là, on est bien d'accord. Mais je pense que Joe Biden a plus sa place dans un EHPAD qu'à la Maison Blanche. Il faut quand même être clair. Oui, c'est les EHPAD unis d'Amérique. Oui, c'est les EHPAD unis d'Amérique. Oh, le jeu de mots est excellent. Elle est bonne. Merci beaucoup, Renaud. On va faire réagir Jean-Pierre Molny. Ce jeu de mots est excellent. C'est vrai que ça pose question. Quand on a des gens qui sont dont on peut se poser des questions sur leur comportement psychique, on pense évidemment à Vladimir Poutine, ou alors Joe Biden qui confond le peuple ukrainien et le peuple iranien et qui dit que Poutine a envahi la Russie, ce serait drôle si c'était pas dramatique. Ça pose question, non, Jean-Pierre Molny? Il est évident que l'arme nucléaire, c'est le couple d'une arme et d'un chef d'État. Ça, on ne pourra jamais l'écarter puisque pratiquement tous les pays ont ce principe d'unicité de décision d'emploi de l'arme nucléaire. Et il est évident que c'est un risque potentiel. Il faut l'admettre, c'est un risque potentiel. Pour ce qui est de Poutine en lui-même,
je dirais qu'il a sa propre rationalité. Il ne faut pas dire qu'il est irrationnel. Simplement, sa rationalité n'est pas notre rationalité. Je ne sais pas si on peut dire d'occidentaux, mais il est certain qu'on n'a pas bien envisagé, on n'avait pas prévu qu'il puisse finalement agresser l'Ukraine, tout simplement parce qu'on voit bien qu'il est en échec. En termes de rationalité militaire, il est en échec en réalité. Et comme on pensait qu'il ferait ce calcul de l'irrationalité de cette agression sur l'Ukraine, on n'a pas pensé que finalement il le ferait pour des questions simplement de prestige de la Russie, de son pays, etc. Philippe Bilger et Françoise Degois, très court chacun. Jean-Pierre Molny, est-ce qu'au fond on ne peut pas dire que la stupéfaction indignée du monde face au comportement de Poutine montre que cet homme n'est à l'aise que dans la rationalité de l'extrême, sur tous les plans? Jean-Pierre Molny, très court. Je ne sais pas si on peut parler de rationalité de l'extrême. C'est vrai que c'est une logique où la violence fait partie des relations internationales. Et c'est plus la logique, effectivement, des Occidentaux. C'est pas dans nos têtes. Françoise Degois, très court. Je vais être très court pour dire que la morale de cette histoire, c'est que ça ne sert à rien de montrer ses muscles quand on sait qu'on va pas s'en servir. Et a fortiori, ça sert à rien de montrer ses muscles et de dire, a priori, comme nous le disions tout à l'heure, comme l'a dit Joe Biden, qu'on ne va pas s'en servir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une anecdote très profonde racontée très vite sur la violence dont vous parlez. Vous avez raison sur la façon de penser des Russes. Pendant la guerre du Liban, vous savez, nous avions des otages qui étaient enlevés, enlevés, et nous négocions. Un jour, le Hamas a enlevé un soviétique. Qu'ont fait les Russes? Les Russes, eux, ont enlevé le fils du chef du Hamas, lui ont coupé 4 doigts, ont renvoyé les doigts au Hamas. Voilà comment ils ont négocié. C'est une anecdote très puissante que racontent tous les grands spécialistes de la Russie pour dire à quel point la violence ne fait pas peur aux Russes. Pas du tout. Merci beaucoup Jean-Pierre Molny, directeur général adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Le monde serait-il plus sûr sans armes nucléaires? Vous êtes 58,7% à dire non. Tout de suite, la chronique présidentielle de Frédéric Brindel.